Dans les points devant, bien sûr. D'accord. Bonjour, chers étudiants. Je me présente à vous, je suis M. Ouattara, professeur des comptables des sociétés. Alors, ce matin, nous sommes là pour un cours en ligne sur la deuxième partie du cours. Ça va la deuxième année. Le premier chapitre, c'est la répartition des bénéfices de la société commerciale. Et comme vous l'appelez bien, lorsqu'on faisait les chapitres précédents, bon, disons le programme des premières années, comme on peut faire les premières années en société, on a parlé de la constitution des sociétés commerciales. Et de la constitution, il était question des apports de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on avait plusieurs types de sociétés, comme vous le savez. Et pour la constitution, chacun devait apporter des actions de part et d'autre. Comme rappel, les apports, on a les apports en nature, les apports en minerai. Qu'est-ce qu'on entend par les apports en nature? Les apports en nature, c'est tous les éléments du bilan, savoir tout ce qui est actif mobilisé, tout ce qui est actif circulant, tout ce qui est trésorerie actif, tout ce qui est dette, c'est-à-dire que les dettes financières. Okay. Donc, aujourd'hui, nous sommes devant un chapitre qui nous dit que on a fini de construire l'entreprise, on a travaillé, ça a généré des bénéfices. Et qu'est-ce qu'on entend par bénéfice? Vous verrez les bénéfices de la suite. Alors, ces bénéfices doivent être partagés entre les différents actionnaires. Ceux qui ont apporté en nature attendent les parts d'intérêt. Ceux qui ont apporté en numéraire attendent les parts d'intérêt. Mais comment le faire? C'est le but du chapitre. Voilà. Donc, on dit répartition des bénéfices de la société commerciale. Et si vous vous rappelez bien, c'était construction des sociétés commerciales. Donc ici, on a travaillé, on a un bénéfice devant nous. Comment le partager? C'est de ça qu'il s'agit. Répartir, comme vous le voyez, ça veut dire partager. Bénéfice, ça veut dire ce qui reste après avoir tout dépensé. Et dans ces bénéfices, il faut savoir qu'est-ce qui revient à un actionnaire, qu'est-ce qui ne revient pas à un actionnaire. Dans la suite du programme, vous verrez cela. Alors, nous passons à l'introduction. Comme à l'introduction, j'ai dit, nous venons d'étudier les éléments relatifs à la position des sociétés commerciales. Comme je l'ai rappelé, ça veut dire comment la société commerciale se constitue à travers les apports en nature, apports en numéraire. Maintenant, l'objet de ce chapitre consiste à analyser la manière dont chaque entité répartit ses résultats positifs entre les différents tiers qui ont intérêt. Alors, je m'explique. L'objet, c'est-à-dire que le but, ce qu'on veut entendre par ce cours, c'est ça qu'on appelle l'objet. Le but, ce qu'on veut résoudre, c'est d'analyser la manière comment on va répartir ces bénéfices positifs. Parce que si une société travaille à perte, il n'y aura pas de répartition. Et cette répartition nécessite la connaissance des problèmes fiscaux qui sont sous-tendent. Plus ou moins, en première année, on vous a parlé de fiscalité. Le premier chapitre de fiscalité, on vous a parlé de droit d'enregistrement. Aujourd'hui, en deuxième année, on vous a parlé de la TVA et ainsi de suite. Donc, l'entreprise, comme vous le savez, la TVA, vous savez comment ça se construit les impôts. Comme l'entreprise est sur le territoire de l'État. Par conséquent, l'État a un regardant sur l'entreprise. Donc, s'il y a des bénéfices, il faut que l'État ait sa part d'imposition sur les bénéfices. Voilà. C'est quoi? Et aussi, il faut que l'État ait sa part d'imposition sur le revenu qui revient à chaque actionnaire. Ainsi de suite. C'est pourquoi il parle de cette répartition nécessite la connaissance des problèmes fiscaux qui sous-tendent. En matière de répartition des bénéfices, les principales impositions que l'on rencontre sont imposition sur le bénéfice, impôt sur le bénéfice industriel et commercial. BIC, souvent vous le voyez quelque part, on a mis IBIC. IBIC veut dire impôt sur bénéfice industriel et commercial. L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Si les valeurs mobilières, signalons qu'avant de déterminer, et ici quand on parle de valeurs mobilières, c'est-à-dire que c'est la part qui revient à chaque actionnaire, sa part d'intérêt. Voilà. Ce n'est pas le montant qu'il a donné, la part d'intérêt, c'est qu'il doit recevoir comme intérêt par rapport à son investissement. Signalons simplement qu'avant la détermination des bénéfices, l'on doit faire l'objet
de répartition, il faut traiter certains problèmes de l'impôt hippique, la détermination de l'impôt hippique. En ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices commerciaux en Côte d'Ivoire, il n'existe pas d'impôt spécifique sur les sociétés. C'est-à-dire que, en tant que tel, vous avez vu qu'il y a un droit d'enregistrement, tout ça là. Maintenant, le bénéfice que la société va générer, c'est pas dire l'entreprise individuelle et les associés sont soumis à des impôts, puisque la part du bénéfice appartient aux associés et aux entrepreneurs individuels. Donc, dans cette partie, part des bénéfices, il faut que l'État prélève 25% de cette part des bénéfices avant toute répartition. Et comment se fait le prélèvement des 25%? Il y a une base taxable, une base, il y a des références sur lesquelles l'entreprise et les agents de la fiscalité tiennent compte. Pourquoi je parle en base taxable? Il y a un grand A, base taxable au titre hippique. D'après le Code général des impôts, le bénéfice imposable est le bénéfice net. Net, il faut entendre par net, après avoir tout retiré ce qui est retirable, le reste. Réalisé par la société ou groupement, peu importe qu'il soit ou non mis en distribution. Ce bénéfice est la différence entre les produits et les exercices, y compris les profits de toute nature, de toute origine obtenus par la société et tous les frais généraux. Et comme je vous l'ai dit, le bénéfice c'est quoi? D'abord, qu'est-ce qu'on entend par recette? Quand on investit, je prends l'exemple d'une femme qui vend, elle est venue avec une marchandise, une cuvette pleine d'articles et de poissons. Au soir de sa vente, elle se trouve avec un montant, je prends un montant comme ça, 50 000. 50 000 n'est pas son bénéfice. 50 000 c'est sa recette. Et elle va se mettre à faire un petit calcul, c'est-à-dire, bon, j'ai payé poisson tant, j'ai payé article tant, j'ai mis le point tant. Quand je retire dans tout ça là, ce qui me reste ce qu'on appelle ma part de bénéfice. Et cette part de bénéfice qui revient à l'entreprise d'imposer 25% qui appartient à l'État. Et comment se fait comment se calcule le bénéfice? On peut dire c'est la différence entre les produits, y compris les profits de toute origine, indiqués par la suite, et tous les frais. Tous les frais, qu'est-ce que vous entendez par frais supportés? Toutes les dépenses. Ici, je mets le résultat comptable et le résultat fiscal. Qu'est-ce qu'on entend par résultat comptable? Qu'est-ce qu'on entend par résultat fiscal? Le résultat comptable est la différence entre les produits et les charges. Comme je l'ai dit tantôt en haut, le produit, dans tout ce qu'on a gagné, l'entreprise a gagné comme recette en vendant tout. Et les charges, c'est tout ce que l'entreprise a organisé, a orchestré pour pouvoir vraiment réaliser cette opération. Alors ici, je dis le résultat fiscal est obtenu par rapport à un résultat comptable. Pour l'obtenir, on prend le résultat comptable et on le corrige de façon comptable. Qu'est-ce qu'on entend par résultat comptable? Quand on fait le produit, comme vous l'avez dit, j'ai posé l'équation. Le résultat est égal, le résultat comptable est égal à la différence entre la recette et la charge. Et ici, c'est sur le résultat fiscal qu'on impose les 25%. Et l'imposition des 25% est liée à quoi? On prend le résultat pour déterminer les 25%, c'est sur le résultat fiscal. Le résultat fiscal, c'est la différence, plus ou moins, entre le résultat comptable et le résultat et les autres. Il dit le résultat comptable, et on le corrige de façon extra-comptable. La correction en plus pour les réintégrations, la correction en moins pour les déductions. Et à la suite, vous allez voir, qu'est-ce qu'on appelle réintégration? Qu'est-ce qu'on appelle déduction? Réintégrer, en français, ça veut dire quoi? Ajouter. Déduction, en français, ça veut dire retirer. Donc, quels sont les éléments qui sont à retirer du bénéfice comptable? Quels sont les éléments qui sont à réintégrer du bénéfice comptable? C'est tout là. 1. Les réintégrations. C'est-à-dire que les rajouts. Elles ont pour but d'ajouter, comme vous l'avez dit, d'apporter des éléments nouveaux au bénéfice comptable des charges comptabilisées alors qu'elles ne sont pas déductibles sur le plan fiscal. Et que c'est comme elles ne devaient pas, c'est les omissions par exemple. Alors il faut les réintégrer.
Ainsi, nous avons principalement comme charges non déductibles les amendes, les pénalités de toute nature à la charge de l'entreprise ayant convenu aux dispositions légales régissant le prix. Alors, par moment, l'entreprise peut amender une structure qui lui a vraiment causé du tort. Ici, les amendes, les pénalités, comme exemple, vous voyez, à la CIE, je prends un exemple. Quand la facture, quand la facture vient, il y a une date limite de paiement, au-delà, tu paies les 10% de ton montant. Et cette pénalité, il reprend les 10%. Au fait, ce n'est pas dans l'objectif de l'entreprise. Lorsque la société est créée, sa structure, elle était chargée de nous donner du courant et la suite, on devait lui reverser la contrepartie de notre consommation. Et à un moment donné, c'est trouvé que les pénalités, parce que les gens n'arrivaient pas à payer à temps. On a instauré cette pénalité pour pouvoir vraiment motiver les gens à être en règle vis-à-vis des dates de limite. Ok, donc cette pénalité qui vient, comme elle rajoute un 10% de ton montant, la CIE n'était pas assise pour dire qu'il y a un 10% qui va arriver. La CIE s'est dit, si la date limite était expirée, il payait les 10%. Donc c'est un surplus que la CIE gagne. Aussi les dons et les subventions. On peut faire un don à la CIE pour dire que compte tenu du bon fonctionnement de votre structure, moi, je vous apporte tant pour pouvoir vraiment vous rendre plus efficace. Ils ne sont pas déductibles à l'exception des investissements effectués au profit des associés sportifs, oui, par l'État, qui sont déductibles aux proportions de 50%. Ok. Mais la CIE peut faire des dons. Les dons, les habitants, quand les éléphants nous encourageaient beaucoup, à la veille d'une CAN, une compétition mondiale, l'État même arrivait à dépenser parce qu'il y avait les donateurs, comme on dit dans notre pays, les donateurs, ce sont les subventions. Les subventions, c'est une aide accordée à autrui. Ensuite, nous avons les provisions non admises fiscalement, notamment indemnité de congés payés à la clôture. Toute entreprise, tout travail doit avoir un congé. Et alors, cette indemnité, c'est des choses souvent on ne met pas dans nos calculs lorsqu'on est en train de calculer nos charges, nos produits. Les provisions pour propre quoi? Les provisions pour propre assureur, on suppose que c'est une provision ayant un caractère de réserve et le risque imposable et le montant imprécis. Nous avons les provisions pour risque, les plus-values non payées, non employées, les amortissements non déductibles, les amortissements réputés déficits pour les récits, intérêts excédentaires et comptes courants associés. Alors, ces réintégrations, comme je l'ai dit, je me répète, comme la question est pédagogique, c'est des rajouts aux bénéfices comptables. Voilà. Et si vous vous rappelez bien, aujourd'hui, maintenant, je parle de déduction. Déduire, c'est fait quoi? C'est retirer du bénéfice comptable. Il consiste à retrancher, à retrancher du résultat comptable les éléments non imposables ou déjà imposés ou soumis à un régime spécial. Sont donc à déduire les provisions antérieurement taxées dans le résultat de l'exercice. Comme vous le savez, en comptabilité, vous avez ce qu'on appelle une provision, c'est une dépréciation. C'est une dette. C'est quelque chose qu'on peut être à mesure d'avoir. Je donne un exemple. Quelqu'un à qui tu as vendu des mangues, qui t'a pris un sac de mangues avec toi pour les vendre, et le sac, si tu dis que le sac fait 4 000, arrivé, il te dit que quand lui, il a vu 10 mangues, 20 mangues qui sont pourries, alors le sac, il a vendu, il a eu que 2 000 francs, tu vois que sans ignorer que les 2 000 francs qui sont perdus, ça n'est pas de sa faute. C'est les mangues qui sont pourries. Donc, c'est une perte pour toi, le fournisseur, ce qu'on appelle la provision. Les revenus sur les valeurs mobilières, c'est les propriétés de 50% et les valeurs brutes. Les valeurs mobilières, plus tard, on verra qu'est-ce qu'on appelle une valeur mobilière. Les intérêts des emprunts assimilés, 90% de leur montant. Les intérêts des bons de caisse et les déficits fiscaux et comptables. Alors, nous allons prendre encore un exemple pour calculer le bénéfice fiscal, le sac comptable, pour voir comment se calcule l'impôt épique.
Au titre d'exemple, il dit exemple de détermination du résultat imposable. Ah bien, je peux. Est-ce que vous avez besoin de me poser des questions? Non. Hein? À la prochaine fois. Mais si la carte c'est la musique, la carte Ah, donc vous pouvez pointer la souris à chaque fois parce que ça marque. d'accord. Petit 3, vous pouvez pointer la souris à chaque fois. Et ça, à quel niveau? D'accord. En début, SA au capital de 150 millions de francs antérieurement libérés. Antérieurement libérés, comme vous le savez, quand on parle d'intérêt, vous avez que 100%, a réalisé pour le S6N un bénéfice d'exploitation 35 millions. Et que quand on a enlevé, quand on a fait la recette, quand on a calculé les charges, quand on a fait la différence, on s'est trouvé à un montant de 35 millions qui est le résultat comptable. On peut dire résultat brut, parce que rien n'a encore été retiré. On n'a pas encore enlevé ce qui est enlevable. On n'a pas encore intégré ce qui est intégrable. On n'a pas encore dit ce qui est déductible. Au cours des exercices N-2, N-1, elle a enregistré respectivement les déficits fiscaux 5 800, 5 200. Au titre de l'exercice N, on relève dans le document comptable l'information suivante. Une amende pour infraction versée 800 000, des intérêts versés à un actionnaire pour son compte courant dont le montant initial est de 3 617%. Des cadeaux de mariage 150 000, une dotation de 35 000 pour congés payés, voilà. Des provisions antérieurement, des provisions, ainsi de suite, des provisions antérieurement taxées autour de l'exercice N pour un montant de 5 500 000. Travail à faire, on est déterminé le ressort imposable au titre et l'impôt dû. Comme je vous ai dit, j'ai mis ça dans un tableau, j'explique le tableau. D'abord, le bénéfice d'exploitation qui est sur le tableau, il prend quoi? Le ressort comptable. Et de ce ressort comptable, on doit soit déduire, soit réintégrer. Alors, je commence par la réintégration. Dans l'exercice, dans le cours, j'ai dit qu'une intégration, l'intégration composée quoi? D'amende pour infraction, d'intérêt pour compte courant, des cadeaux de mariage, des dotations aux congés payés, provisions antérieures et des provisions antérieurement et dotations aux congés payés. Alors, la somme de ces éléments, vous voyez, alors j'ai mis réintégration, c'est-à-dire que c'est des rajouts au résultat comptable. Il faut ajouter l'amende et l'intérêt, c'est l'intérêt qui nous intéresse dans le compte courant de l'associé. Il avait un montant de 3 700 000 et à ce montant, il fallait prendre un intérêt de 17%, et qui nous fait 629 000. Et les cadeaux de malade, 150 000, comme indiqué dans l'exercice, dotation au congé payé, comme indiqué dans l'exercice qui était de 3 500 000. Alors, ça nous fait un montant total de 5 079 000. Ah, hein? Voilà. Quand vous faites passer comme ça, là, vous voyez un rond. Ah, donc, ça fait un montant de 5 079 000. Et c'est ce montant qu'il faut ajouter au résultat comptable que vous voyez là, 35 000. Et il vient parler des déductions. Déduction, ça veut dire réduire, qu'on appelle annuler. Voilà. Comme il a dit, ça c'est déduit, ça s'enlève. Ça vient en moins au résultat comptable. Et là-bas, j'ai dit que ça y est des déficits fiscaux. Vous voyez, j'ai donné 2 années successives, N-2, N-1, dans S6, qui s'évaluait à, d'abord, la provision antérieurement taxée, qui est de 3 500 000, et les déficits fiscaux, excusez-moi, les déficits fiscaux qui sont des 2 années. Et à ce montant, on a un montant total de 17 500 000. Alors, ici, lorsque on fait 35 millions plus 5 79 000 moins les 17 500 000, on a une base taxable. Bon, d'abord, j'ai fait un calcul très simple pour vous donner. J'ai fait la différence entre les deux. La différence entre les deux
Et comme 7 millions est supérieur à 5 millions, il reste 12 millions qu'il faut ajouter aux 35 millions. Vous pouvez le vérifier, ou même par calcul, soit vous déposez, soit vous prenez 35 millions plus les 5 millions, moins les 17 millions, il y aura le même message, vous aurez le même message. Voilà. Donc, quand on va, ici vous voyez que j'ai mis moins. Donc ça veut dire qu'en faisant 5 millions moins 17 millions, on trouve un montant de 12 421 500 qu'on doit déduire des 35 millions. Qu'on doit enlever les 35 millions. Alors, lorsqu'on fait les 35 millions moins les 12 425 500, on trouve un montant total de 22 579 500. Vous le vérifiez par calcul. Or, il peut y avoir des erreurs de calcul, mais l'objectif, c'est pas, on n'est pas là pour le calcul, on est là pour la compréhension. Et voilà comment ça se fait. Je peux me tromper des calculs, mais vérifiez-le. Vous voyez ici, j'ai mis la base imposable. Dans ce cas, sur les 35 millions qui sont comme le saldo comptable, le bénéfice comptable, de passage sur les 35 millions, on prendra les 25%. Le calcul qu'on vient de faire, on a appelé les 35 millions, on a ajouté ce qui est ajoutable, on a retranché ce qui est retranchable. Et comme les agents de fisc, vous le voyez en fiscalité, pour un souci d'arrangement d'après eux dans les thèmes, alors vous voyez qu'il y a beaucoup de montants intermédiaires dessus. Les 500, on nous fait fi de ça, donc on a arrondi à 22 569 000. Et c'est sur les 22 569 000, on fera une imposition de 25%. Les 22 179 000 fois 25%, voilà ce qu'on gagne. Donc voilà le montant qui revient aux agents de fixe. Et à la suite, parce que vous verrez, on va vous parler on vous parlera de bénéfice net. Alors comme écriture comptable, on passe l'écriture comptable de l'impôt IPIC. Au début, on a le 891 qui veut dire impôt du bénéfice industriel et commercial par le crédit 441 État impôt sur le bénéfice, dotation, constatation de l'IBIC. Et on le règle le 441 par un compte de trésorerie. On va le faire par le 521, le 57, le 531, ainsi de suite. Donc ici, voilà comment ça se passe. Et comme je t'ai parlé des impôts, j'ai parlé de l'impôt IBIC, j'ai parlé de l'impôt IRVM. Et maintenant, je dis impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Les valeurs mobilières, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Et vous êtes d'accord pour ceux qui sont dans la RTI. Beaucoup de jours, je ne connais pas les jours avec ça. Après le journal de 20h, on dit info bourse. Puis la BRV. Et qu'est-ce qu'on entend par la BRV? La BRV veut dire la bourse, le journal des valeurs mobilières. C'est un marché financier qui appartient à 8 pays de l'UEMOA. Qu'est-ce qu'on entend par l'UEMOA? Union militaire ouest africaine. Après le départ des métropoles des Blancs, on a trouvé juste, bon, d'avoir vraiment une coopération monétaire, nous qui sommes le CFA. Nous sommes 8. Il y a le Togo, il y a le Bénin, il y a le Sénégal, il y a le Niger, il y a le Bénin, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau et le Mali, on a fait les 8. Alors nous 8 qui utilisons le CFA, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on ait une coopération. Dans 6 ans, on a créé 2 mois, plus ou moins pour ceux qui ont fait l'école primaire, il y a eu la CDAO, où on avait vraiment des barrières, des frontières un peu fragiles pour vraiment passer des relations économiques. Donc nous, 8 pays de l'UEMOA, on s'est dit qu'on tient, il fallait qu'on crée encore un marché financier. Le marché financier, c'est quoi? Et qu'un marché, une zone, bon, un lieu où vraiment on pourra faire beaucoup d'échanges. Tiens, ça fait quoi? Je prends l'exemple, moi je suis une entreprise qui a assez, une entreprise qui a beaucoup de ressources. Ou bien un investisseur qui a beaucoup d'argent. Et j'ai peur d'aller économiser en banque. Peut-être. J'ai peur de le mettre sur le paillasson, comme le vol. J'ai peur d'aller le trouver dans le crédit pour que mes enfants aillent le prendre. Alors j'ai dit, mais tiens,
Sur le marché financier, c'est le lieu de rencontre. Moi, qui ai l'argent, toi qui n'en as pas, tu viens chercher. Et on se croit, on échange. Dans quelle mesure on va échanger, dans quelle mesure on pourra vraiment, tu me donnes de l'argent, je viens travailler, puis je te rembourse. Dans quelles conditions? Ou bien, tu viens t'associer à moi, on crée l'un d'eux devient comme. Et dans ça, on a que l'objectif du marché financier. C'est-à-dire la BRVR. On vient pour des échanges économiques. Il y a des agents a besoin de capacités de financement. Qu'est-ce que vous entendez par agent à besoin de financement? C'est les agents dont, pour des investissements de long à long terme, ont besoin de l'argent. Ah, ils ont besoin, c'est ça qu'on appelle besoin de financement. Et il y a des gens qui ont assez de moyens, qui disent, mais tiens, moi je cherche à ce que les gens viennent me voir pour que je les finance. Les gens à capacité de financement. Donc, il y a une affluence sur le marché et avec deux idées différentes. Moins j'ai besoin, moins j'en donne. On se croise. Et sur le marché, les entreprises vont, mais on ne va pas comme on va au marché. Il y a des conditions de départ sur le marché financier. Et tant que tu ne veux pas les conditions, tu ne peux pas aller. C'est eux, on appelle les entreprises non cotées. Les entreprises qui ont cette capacité, on les appelle les entreprises cotées. Vous entendez une entreprise qui est cotée en bourse, elle est présente sur le marché financier, elle est présente pour Dieu, soit elle est en besoin, soit elle est capable de donner des financements à qui que ce soit. Voilà. Donc, lorsque l'entreprise est cotée, il y a sa manière d'être traitée fiscalement, en matière de impôt sur le revenu des valeurs mobilières, qu'on appelle l'IRVR. Lorsqu'elle n'est pas cotée, il y a des conditions. C'est quand il n'y a pas de champ d'application. Le champ d'application, ça veut dire quoi? Dans quelle base ça s'applique? Ils sont passibles d'IRVR. Les dividendes. Qu'est-ce que vous entendez par un dividende? Le dividende, c'est quoi? Un nom masculin. Le dividende. Le dividende, et comme je l'ai dit ici, là-dessus, on a parlé bien de résultat comptable, qu'on a fait la différence entre les produits et les charges. On a fait un résultat comptable. De celui-ci, on a enlevé l'impôt. Et alors, vous verrez que après l'impôt, il pique. Le résultat qui reste, on appelle le résultat net, que le bénéfice à répartir, le BAR. Et comme vous l'entendez bien dans ce thème, le bénéfice à répartir. C'est-à-dire que ce n'est pas là, c'est pas ce bénéfice qu'il faut donner aux acteurs. Quand il parle d'acteurs, aux actionnaires. Ce bénéfice, il y a des prélèvements. Alors, je vais vous parler des réserves. Toutes sortes de réserves. J'anticipe. Une réserve, c'est un prélèvement d'une partie du bénéfice qu'on garde. Soit pour les échéances futures, pour les problèmes futurs, pour les difficultés à venir, pour amortir. Et dans le cas où bien, je donne un exemple, à la maison, chaque fin du mois, papa au moins conserve une partie de son argent quelque part dans un coffre. Il dit, ah, je ne sais jamais, je ne suis pas Dieu, je ne connais pas ce que Dieu me réserve. Un de mes enfants peut tomber malade, alors par conséquent, je garde ça le jour que quelqu'un est malade. Au lieu d'aller chercher peut-être, arrêter de aller chercher l'argent chez autrui, je prends cet argent. Donc c'est des prélèvements pour l'entreprise. Jusqu'à ce que on arrive à, après tout simplement la partie qui reste, on appelle ça le dividende. Ce dividende, c'est ce qui revient comme part d'intérêt à chaque actionnaire. Je réitère encore une fois pour dire que le dividende, c'est la part d'intérêt. Qu'est-ce que vous entendez par intérêt? Le bénéfice, quand on a tout prélevé, ce qui reste, ce qui revient à l'actionnaire. Et cette partie, ce montant, on doit le partager entre, s'il y a 1 milliard d'actionnaires, entre des milliards d'actionnaires. S'il y a un seul actionnaire, c'est celui qui le prend. S'il y en a 10, 20, j'en passe. Alors, ce dividende, on prend un pourcentage, un impôt dessus, comme on a fait dans l'impôt IBIC. Dans quelles conditions? Il y a deux conditions. Comme je l'ai expliqué. Si votre entreprise est présente au marché financier, il y a son pourcentage, son prélèvement.
Lorsque votre entreprise est absorbée au marché financier, il y a son prélèvement. Alors, il dit les produits obligatoires. Maintenant, ils sont exonérés. Vous voyez, ils sont passifs. Les dividendes, les intérêts sur revenus et tous les autres produits, les tantièmes. Les tantièmes, vous verrez dans la SARL, c'est la partie, c'est des rémunérations qui revient soit au gérant, soit pas SCF. Les jetons de présence. Quand vous venez en âge extraordinaire comme ordinaire, au retour, souvent les gens vous motivent, vous disent on paye votre emploi, donc c'est imposé. Les remboursements forfaitaires, les mises sont exonérés. Ils ne sont pas soumis à l'IRVM, les produits des obligations et emprunts revenus des SNC. Les modalités d'application. Le taux du droit commun s'applique sur les dividendes, le paiement pour les sociétés cotées en bourse à 10%. Vous vous rappelez, cotées en bourse, c'est-à-dire qu'elles présentent au marché financier à la BRVM. Non cotées, 15%. Ceux qui ne sont pas à la BRVM. Maintenant, le tableau 10. Le tableau 10. Le tableau 10, c'est un tableau que j'anticipe. Parce que plus tard, on va plus le dire. Vous voyez sur le tableau 10, il y a 4 colonnes. Affectation. Ce sont les prélèvements futurs. Et mis origine. Origine, c'est le résultat, le bénéfice que tu as. Vous voyez, à origine, je commence par origine, j'ai mis RAN, N-1. RAN, ça veut dire report à nouveau. Qu'est-ce qu'on entend par report à nouveau? Le report à nouveau, c'est ce qui reste, et le montant qu'il a après avoir fait toutes les répartitions. Donc, j'ai mis, pour l'année passée, si vous avez travaillé ici, vous avez travaillé à PET, on appelle ça RAN, N-1 PET. Plus tard, je vous donnerai une autre définition, le RAN débiteur, RAN D. Et ensuite, j'ai mis le RAN, N-1 gain. Si vous avez travaillé qu'il y a un surplus, vous l'ajoutez au résultat. Le résultat, c'est après tout ce qui est après avoir prélevé l'impôt hippique. J'ai mis prélèvement, on ne sait jamais, il peut avoir encore un autre prélèvement, ça dépend des statuts et règlements. Ici, les affectations sont les prélèvements. La réserve légale, la réserve statutaire, autre réserve dividende, autre affectation RAN. Et tous ces éléments, plus tard, on les développera. Voilà. Donc, le tableau 10, j'en passe, je l'énonce, on aura plus besoin de lui dans les temps à venir. Alors, ici, grand 2, la répartition des bénéfices dans les sociétés de personnes. Je rappelle. Qu'est-ce qu'une société de personnes? Qu'est-ce que c'est une société de capitaux? Quand on faisait la première année, la société des personnes, c'est une société de personnes, comme le nom l'indique, où vous connaissez, où il y a un nombre restreint, vous connaissez mutuellement, vous connaissez la moralité de chacun, tout et tout. Et très souvent, ils sont solidairement et mutuellement liés. Et les plus, la plupart de ces SNC, on les trouve souvent dans, sont les sociétés commerciales, les commerçants qui créent les affaires. Alors, j'ai mis, on dit la répartition des bénéfices. Comment la répartition va se faire? Dans la société à non collecter la SNC, le principe. Le principe, il est simple. La SNC, en tant que personne morale, n'est pas soumise à l'impôt. Ce sont les sociétés prises individuellement qui doivent être imposées au titre des revenus provenant au résultat de la société et non à non collectif. Bon, quand ça veut dire par là, veut dire que la société elle-même, quand c'est créé, elle a déjà payé tout ce qui est charge fiscale. Le droit d'instrument, les quoi et autres. Donc, c'est sur le bénéfice que ça se passe. Par conséquent, le résultat réalisé par la SNC doit faire d'abord l'objet d'une répartition entre tous les associés conformément au statut ou proportionnellement aux apports. Si les statuts n'ont rien prévu, dans cette partie, on parle de statut et règlement intérieur. Le statut et règlement intérieur précise dans quelles conditions le revenu sera réparti. Alors, si ça n'a pas été prévu, on souvent le fait proportionnellement.
Ensuite, la part des bénéfices reçus par chaque associé est taxée au titre de bénéfice industriel IBIC. Le taux prévu en effet à ce qui fait de 25%. La SNC peut être gérée par tous les associés, dans le cas contraire, par un non-associé. Alors, comme vous le savez, la SNC est une structure qui ne concerne pas trop d'actionnaires. Alors, eux tous peuvent s'impliquer dans la gestion. C'est géré par tout le monde. Ou bien on peut choisir quelqu'un qui a été formé, qui a été à l'école pour ça. Un non associé. Le gérant associé ne peut être considéré comme un salarié. Je m'explique. Vous et moi, on crée notre petit business. Et vous me choisissez pour gérer. Je ne suis pas salarié, je suis associé. Voilà comment ça va se passer. La nomination correspond à un prélèvement fait d'avance sur le bénéfice à venir dans les déductions, mais déduit sur le plan fiscal. Et je me l'explique. Comme je suis un gérant, je suis un associé à l'entreprise. C'est nous laquelle l'entreprise ensemble. Et c'est moi qui la gère. Vous direz, bon tiens, comme tu la gères, un exemple que je donne, c'est 80 000 par mois. Mais chaque fin de mois, on ne te donnera pas les 80 000. On attendra à la fin de l'exercice le bénéfice qu'on va avoir. Après avoir fait produit moins cher, ce qu'on gagne, directement on enlève les 80 000 avant d'imposer qui que ce soit, avant de passer à l'impôt IBIC. Assez pour le gérant associé. Maintenant, sur le plan comptable, on ouvre un compte intitulé 4622, associé son compte de prélèvement qui va adresser les rémunérations en début du crédit du compte, en débit par le crédit du compte 461. Je vais dire que bon, le 422, on dira, je prends l'exemple associé, je te dirais peut-être X associé son compte de prélèvement, X son compte courant associé, ainsi de suite. Associer son compte courant lors du prélèvement. Ensuite, on débute le compte 446-21 par un compte par son compte courant et au crédit de la trésorerie. Il veut dire quoi? Une fois qu'on a fait le prélèvement, on procède maintenant au paiement. Pour le prélèvement, c'est le 46-22 à le crédit 446-21. Et pour payer le gérant, on le paye en passant l'écriture du 46-21 par un compte de trésorerie. Voilà l'écriture. Le 46-22 associé son compte de prélèvement. 46-21 associé son compte pour concentration de la rémunération. Voilà comment on le paye. Le 5 par 46-21 et par un compte de trésorerie qui est la classe paye. Voilà. Fin du cours pour ce matin. Je vous remercie pour votre attention. Votre professeur de comptabilité de société, M. Wandara, pour des questions et des SMS, vous pouvez appeler au 16 55 48. Je vous remercie.